Aussitôt ouvert, le procès du putsch manqué de septembre 2015 a été renvoyé à une date ultérieure. Les avocats de la défense ont dénoncé des irrégularités dans la composition du tribunal avant de déserter la salle d'audience. L'ambiance d'un procès qui débute difficilement à suivre dès le début de cette édition. Le gouvernement burkinabé se dote d'un plan d'action pour la période 2017-2021 dans le domaine de l'état civil. Ce plan est en discussion à la première session du cadre partenariat des acteurs de l'état civil. Prennent part à cette session des acteurs gouvernementaux, administratifs et leurs partenaires techniques et financiers. Une jauge radioactive volée dans les locaux d'une entreprise de bâtiments et de travaux publics. L'alerte sur la dangerosité de cet appareil a été donnée par la gendarmerie. Mais quel est réellement le danger de cet appareil sur la santé? Quelles sont les règles qui encadrent sa vente et son utilisation? Des éléments de réponse à suivre avec l'Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire. À l'étranger, en Syrie, la trêve dans la Ghouta orientale n'aura duré que quelques heures. Le régime de Damas a mené des raids aériens ainsi que des tirs de roquettes sur la Ghouta orientale ce mardi. L'ONU confirme la reprise des combats et déplore l'impossibilité d'acheminer l'aide humanitaire au profit des civils. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, le très attendu procès du putsch manqué de 2015 a été renvoyé juste après son ouverture. La raison, les avocats de la défense protestent contre l'irrégularité du tribunal dans sa composition. Ils ont donc déserté la salle d'audience, amenant ainsi le juge à renvoyer le procès à une date ultérieure. Plus d'explications avec Zoubavia David Dabiré et Draman Guéné. Le procès du siècle n'aura duré que 5 heures de temps. L'affaire Gilbert Guenguéré et 83 autres est renvoyée. Motif, les avocats de la défense ont déserté la salle. Ils remettent en cause la régularité du tribunal militaire dans sa composition. Les deux juges professionnels, à savoir Seydou Ouedraogo, le président, et son conseiller sont recusés parce que simplement, le décret de leur nomination n'a pas encore requis le délai nécessaire à son application. Ces magistrats sont nommés au tribunal militaire le 22 février dernier. Son délai de validité court à compter de bien sûr de la prise de décision, mais 8 jours après. Et bien sûr, c'est 8 jours francs. On se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, tout a été ficelé sans effectivement avoir respecté ce délai. Ça veut dire qu'en réalité, la juridiction que nous avons ici n'a aucune validité. Et nous sommes en train de plaider devant une juridiction qui n'a aucune validité. Donc ça veut dire que, en guillemets, c'est une juridiction d'exception. On aurait pu attendre que quelques jours après pour organiser ce procès, qu'on ne serait pas dans cette situation. Ils n'ont pas raison, pour la simple et bonne raison que nous l'avons dit dedans, que l'acte de nomination des juges est un acte individuel et qu'il n'est pas soumis, mais alors là, pas du tout, au régime juridique de la publicité exigée. Et ça, c'est tellement évident pour n'importe qui à traverser une faculté de droit que le soulever ici nous paraît tout simplement exprimer la seule volonté de ne pas être jugé. La partie civile se dit alors inquiète. Le tribunal n'aurait pas dû accéder à la requête de la défense. Nous n'avons même pas compris déjà pourquoi le procès a été renvoyé, pour la simple bonne raison que les avocats sont sortis de la salle mais ils ne se sont pas déportés. Et nous estimons que nous, partie civile, avocats de la partie civile, si pendant que le juge tient son audience, nous étions sortis pour prendre du café, le juge n'allait pas renvoyer. Des avocats sont sortis mais ils ne se sont pas déportés. Si c'était déporté, le juge aurait alors pu considérer que les personnes accusées n'avaient plus d'avocats et s'obliger à renvoyer. Mais les avocats sont sortis de la salle, c'est leur droit le plus absolu. Maintenant que sur cette raison le juge renvoie, oui, nous, ça nous inquiète. Pour la défense, plusieurs autres irrégularités sont constatées dans ce procès, dit des généraux. Il y a le problème de la communication des dossiers à notre niveau. Il y a, à leur dire, je n'ai pas compté, je suis sous réserve, qu'il y avait 15 000 pièces. On nous demande, nous, avocats de la défense, je ne sais pas pour les parties civiles, on demande aussi aux avocats commis d'office, c'est-à-dire pour des gens qui n'ont pas la capacité financière de prendre un avocat et que l'État prend en charge un conseil pour le défendre, on nous demande 256 000 francs pour pouvoir avoir accès au dossier, parce que c'est les frais de photocopie du dossier. Vous me comprenez? Nous pensons que ça aussi c'est une atteinte aux droits de la défense. Pour l'heure, le procès est reporté sine die. Le parquet militaire a 24 heures pour statuer et aviser.
Et les deux généraux peuvent tranquillement se faire encore escorter et bénéficier toujours de la présomption d'innocence. Justement, un peu plus tôt, les choses semblaient déjà commencer difficilement pour ce procès à la salle des banquets de Ouaga 2000. Vérification des présences et composition du tribunal, l'exercice est souvent révélé fastidieux pour les acteurs de la justice. Revoyons l'ambiance du début de ce procès avec Zubavier David Dabiri. Il est 9h15 à la salle des banquets de Ouaga 2000. Le juge Seydou Ouedraogo et son conseiller font leur entrée. C'est le début de l'audience du putsch manqué de septembre 2015 sous une forte surveillance policière et devant un parterre de personnalités composées de chefs militaires, des membres du gouvernement et du directeur de cabinet de la présidence du Faso. La vérification des accusés notifie la présence effective des généraux Gilbert Djendjéré, Djibril Bassolé et de 69 autres co-accusés. Seulement 4 prévenus manquent à l'appel, en plus des 9 fugitifs déjà constatés lors de l'enquête préliminaire. 306 personnes et entités dont l'État burkinabé se constitue partie civile dans cette affaire dite Gilbert Djendjéré et compagnie. Sitôt la phase de vérification passée que parquet militaire, partie civile et avocats de la défense rentrent dans une bataille procédurale sur les choix des juges assesseurs militaires chargés d'épauler le juge et son conseiller. Et conformément au principe du tribunal militaire qui dispose qu'un officier subalterne ne peut siéger et juger son supérieur en grade, seuls les généraux plus anciens que Gilbert Djendjéré sont proposés par tirage au sort. Si pour le général de division Robert Tenga Djikemde, les partis ne trouvent aucun inconvénient, les généraux Brice Bayala, Ibrahim Traoré, Ali Traoré, Kwame Lougué sont tour à tour récusés, soit parce qu'ils figurent sur la liste des témoins du général Gilbert Djendjéré, soit parce que les conseils de Djendjéré évoquent une incompatibilité fondée sur la suspicion. Faute d'avoir les 3 juges assesseurs dans les rangs des plus gradés de l'armée, le tribunal pense déjà à une alternative selon les dispositions légales. Voilà un procès qui connaît un coup d'éclat dès son ouverture. Vous l'aurez compris, le report du procès est notamment lié à des questions de procédure. Pour mieux décortiquer cette actualité judiciaire, nous avons rencontré le magistrat Gustave Kam, celui-là même qui avait participé au jugement de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Des détails avec Omar Zombri. Aussitôt ouvert, aussitôt reporté, s'inédié. Le procès tant attendu du général Gilbert Djendjéré et de ses co-accusés du putsch du 16 septembre 2015 n'aura duré que quelques heures. La raison, des questions de procédure soulevées par les avocats de la défense. Pour le juge Gustave Berdao Kam, celui-là même qui a jugé l'ex-président tchadien Hissène Habré au Sénégal, les avocats sont dans leur rôle. Les avocats qui ont été commis pour la défense des accusés useront de tous les moyens, et même y compris des moyens dilatoires. Il appartient certainement au président de ce procès de veiller à ce que, en tout cas, les textes soient appliqués. Pour le juge, les différents stratagèmes utilisés par les avocats de la défense pour freiner la manifestation de la vérité peuvent également se retourner contre leurs clients. Les accusés eux-mêmes sont conscients qu'aujourd'hui, le procès qui se mène, les gens ont soif de connaître la vérité, de savoir ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'il n'appartient pas non plus aux avocats de pouvoir les induire en erreur. On a vu par exemple dans le cas de Hissène Habré où à la limite les avocats ont dit M. Hissène Habré en erreur. Il n'a pas voulu parler et il a écouté de la perpète. Si pour le commun des mortels, le jugement de cette affaire dite Gilbert Djendjéré et 83 autres semble facile dans la forme au regard des charges retenues contre certains d'entre eux, en réalité, ce procès n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. On peut parler de procès assez complexe au regard, je ne dirais pas des accusés, mais au regard de toute cette procédure qui s'est enclenchée et qui a pris du temps pour aboutir aujourd'hui à la mise en place de ce tribunal. Des 84 personnes accusées, près d'une dizaine sont en fuite. Mais pour le juge Gustave Kam, la non-comparution de ces personnes n'empêche pas la vérité de se manifester. Ça ne force pas le procès. C'est vrai que
on aurait souhaité avoir leur part de vérité, leur témoignage, pour que on ait plus d'éléments pour pouvoir analyser le procès. Mais nullement cela ne peut handicaper le procès qui peut se mener sans leur témoignage. Et pour cette manifestation de la vérité, Gerdao Gustave Kam estime qu'il faut dépassionner les débats et cesser toute pression sur les juges. Voilà, et puis sachez que tout ce qui s'est passé à ce premier jour donc, du procès du putsch manqué sera décortiqué pour vous à 21h sur la RTB. Ruth Bini Ouattara sera en compagnie d'un spécialiste du droit pour en parler. Autre point de l'actualité, un nouveau protocole d'appui budgétaire a été signé ce matin entre l'État burkinabé et ses partenaires techniques et financiers. C'est un dispositif qui permettra au PTF d'intervenir directement pour appuyer le budget de l'État dans le financement des projets de programme. Les deux parties en ont profité pour tenir le cadre sectoriel de dialogue conformément aux recommandations du PNDES. Souleymane Sanou et Pascal Kani. Des partenaires techniques et financiers et des représentants du gouvernement burkinabé main dans la main. Ils viennent de renouveler leur confiance à travers un protocole d'appui budgétaire. Cela a été possible au regard des indicateurs de transparence dans la gestion économique du Burkina Faso. Tous les pays ne bénéficient pas d'aide budgétaire. Donc les partenaires techniques et financiers accordent de l'aide budgétaire seulement aux pays qui ont un dispositif de gouvernance économique, de gouvernance générale qui permet d'accorder ce type d'aide. Cette année, ce qui est attendu, c'est au moins 174 milliards de francs CFA qui vont passer par le budget de l'État. C'est une modalité qui a été en fait agréée par la communauté internationale et à travers la déclaration de Paris, au cours de laquelle les partenaires ont trouvé qu'il était important qu'il y ait un leadership national qui s'exerce, qu'il y ait une appropriation nationale et une coordination de tout ce qui se fait, que les partenaires utilisent les procédures nationales lorsqu'elles sont bonnes, sinon ils renforcent les capacités des pays pour avoir de bonnes procédures. La confiance étant de mise, le cercle des pays intervenant directement dans le budget de l'État s'élargit avec l'arrivée du Royaume de Suède. La France, qui avait quelques difficultés de décaissement, s'engage à rectifier le tir. La France a décidé de donner une aide budgétaire de 10 millions d'euros, c'est-à-dire environ 6-7 milliards de francs CFA. Donc la décision elle vient d'être prise, et elle sera négociée, si je puis dire, dans les 15 jours. Et ensuite, le temps que ce soit décaissé, ce sera avant la fin du premier semestre. Le protocole signé engage les deux parties, entre autres, à favoriser la visibilité de l'appui budgétaire et des résultats obtenus et à faciliter l'incorporation du nouveau partenaire. L'ONG Pathfinder International félicite le Burkina Faso pour la mise en œuvre de son plan national d'accélération de la planification familiale. La présidente exécutive de cette ONG est allée exprimer ses félicitations au Premier ministre Paul Kabateba. L'ONG Pathfinder International appuie le ministère de la Santé avec des produits contraceptifs dans plus de 100 formations sanitaires au Burkina Faso. Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traoré. Le Burkina Faso félicité pour son engagement dans la mise en œuvre du plan national d'accélération de la planification familiale. En visite au Burkina Faso, la présidente exécutive de Pathfinder International est venue le dire de vive voix au Premier ministre. J'étais très impressionnée par l'engagement du gouvernement du Burkina Faso sur la planification familiale et aussi le leadership que le Burkina joue au niveau international sur son engagement à autonomiser les femmes, mais aussi à donner le bien-être à sa population. Au Burkina Faso, Pathfinder œuvre aux côtés du ministère de la Santé, des associations et de ses différents partenaires pour améliorer l'accès à la contraception et à l'espacement des grossesses. Nous travaillons avec le ministère à fournir des méthodes de contraception, des services de contraception de qualité aux populations. Nous permettons aux jeunes filles de pouvoir achever leurs études avant de décider d'eux-mêmes quand avoir leur enfant ou quand avoir leur prochain enfant. La présidente exécutive visitera demain les formations sanitaires soutenues par sa structure dans la région du Centre-Est.
Des perspectives de coopération se dessinent entre l'ambassade de France et le médiateur du Faso. Le sujet a été abordé au cours d'une audience que Sarah Sérémé a accordée à l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Le médiateur du Faso a par ailleurs reçu l'Union nationale des parents d'élèves et scolaires du Burkina. L'UNAPESB traduit sa reconnaissance au médiateur du Faso qui a été d'un grand rôle dans la résolution de la crise du système éducatif burkinabé. On fait le point avec Zubavier David Dabiri. Deux audiences à l'ordre du jour au médiateur du Faso. L'ambassadeur de France vient faire connaissance avec Sarah Sérémé, installé dans ses fonctions de médiateur du Faso il y a environ 3 mois. Xavier Lapère de Cabane dit suivre avec intérêt les actions menées sur le terrain par le médiateur du Faso. Il saisit donc cette opportunité pour la féliciter et voir également dans quelle mesure développer des actions de coopération entre leurs deux institutions. L'idée, c'est quand même de renforcer les capacités et peut-être aussi la notoriété d'une certaine façon. Mais renforcer les capacités d'une institution qui n'est pas forcément la plus riche du Burkina Faso. Peut-être que les moyens lui manquent beaucoup parce que le médiateur a besoin d'aller au contact de la population pour se faire connaître. L'Union nationale des parents d'élèves et des scolaires du Burkina, quant à elle, est venue traduire sa reconnaissance à Sarah Sérémé pour sa contribution dans la résolution de la crise qui a secoué le système éducatif burkinabé. Suite au blocage constaté dans les négociations entre les syndicats du MENA et le gouvernement, et face à l'imminence d'une année blanche qui se profilait à l'horizon, Madame le médiateur du Faso s'était auto-saisi également du dossier et ensemble, nous avons conjugué nos efforts pour parvenir à des solutions. L'Union nationale des parents d'élèves et des scolaires du Burkina promet au médiateur du Faso de veiller à la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre le gouvernement et la coordination des syndicats de l'enseignement, et ce, pour la bonne marche de l'école burkinabé. Direction à présent Gawa pour constater des ouvrages réalisés dans le cadre du 11 décembre dernier et endommagés par la grande pluie de la semaine écoulée. Cette situation a conduit le ministre des Infrastructures sur le terrain qui a constaté entre autres dégâts des ponts bouchés et des bordures de goudron émoussées. Le ministre Éric Bougouma s'est voulu rassurant, mais il interpelle les entreprises chargées des travaux à corriger les insuffisances avant la réception des ouvrages. Le reportage de Madou Drago et Dimitri Ebadzidi. Au regard des dommages matériels causés par la pluie de vendredi à samedi dernier à Gawa, le ministre des Infrastructures est venu constater de visu l'ampleur des dégâts. Empruntant les différentes artères de la ville où l'on aperçoit ça et là des ponts bouchés, des bordures de goudron émoussées, le ministre rassure que ces dégâts n'affectent pas la chaussée et que les erreurs vont être corrigées. Je brûlais d'impatience de constater quand même ce qu'il y avait sur le terrain. Et je pense qu'on peut être rassuré d'abord nous-mêmes de constater que sur l'ensemble des linéaires que nous avons visités, aucune chaussée n'a été atteinte. C'est vrai, nous avons constaté des affouillements aux abords des caniveaux et de quelques dallots. Dès lors que nous avons pu constater ces éléments à finaliser et que la réception provisoire n'a pas encore eu lieu, nous avons invité les entreprises qui étaient avec nous, les missions de contrôle qui sont également avec nous, pour que les dispositions soient prises pour corriger ce qui doit être corrigé. Pour les techniciens d'ouvrage, les travaux ont été exécutés dans la règle de l'art. Ils reconnaissent cependant que cette forte précipitation leur a permis de déceler quelques failles. C'est une très forte pluie. Mais bon, on voit que la route quand même a tenu, puisque l'ouvrage principal n'a pas été endommagé. Et nous ne pensons pas qu'il y a eu des anomalies dans les travaux. Mais la pluie est venue précocement, ça nous a permis de déceler en même temps d'autres anomalies qu'on va tout corriger. Du reste, le ministre Éric Bougouma a exhorté les entreprises à plus d'abnégation dans leurs travaux. Il espère par ailleurs que les corrections qui seront apportées vont permettre d'avoir des ouvrages plus durables.
Retour à Ouagadougou pour parler de la première session du cadre partenarial des acteurs de l'état civil. La dite session a débuté ce matin et elle connaît la participation des acteurs gouvernementaux, administratifs et leurs partenaires. Le plan d'action de la stratégie nationale de l'état civil est au centre des échanges. Ce plan couvre la période 2017-2021 et devrait permettre au Burkina Faso de disposer de données fiables dans le domaine de l'état civil. Plus de précisions avec Omar Zambri. Les acteurs de l'état civil burkinabé tiennent ici la première session de leur cadre partenarial. Ensemble, ils vont revisiter le plan d'action 2012-2016 de la stratégie nationale de l'état civil, en tirer des leçons pour mieux réussir la mise en œuvre de l'actuel plan conçu pour la période 2017-2021. Nous sommes en train au niveau du ministère de l'administration du territoire et également au niveau du ministère de la justice, donc de faire en sorte que cette échéance puisse être tenue. Ça veut dire que qu'on soit à Matiakwali, qu'on soit à Gorongorum, qu'on soit à Orodara, on doit faire en sorte que tout enfant qui naît puisse être enregistré dès la seconde qui suit. Également, donc, permettre donc, que nous puissions avoir des statistiques fiables. Et pour avoir des statistiques fiables en matière d'état civil, il faut lutter efficacement contre l'apatridie. Nous étions à Dori, le ministre de la Justice et moi-même, pour remettre près de 100 000 actes de naissance qui ont pu être produits pour les enfants donc, du Sahel. En dehors de cet aspect, à l'autre aspect important, vous savez que le Burkina Faso a un nombre important de ses compatriotes donc, qui résident à l'extérieur, dans d'autres pays. Donc nous avons besoin que ces enfants qui sont burkinabés, qui naissent ailleurs, puissent effectivement avoir ces documents précieux qu'est l'acte de naissance. Cela nous permettra donc d'avoir une connaissance claire donc, de nos ressortissants qui résident à l'extérieur, d'avoir donc des statistiques qui vont permettre donc de prévoir un certain nombre de choses, que ce soit pour des élections, que ce soit pour des politiques de développement, pour des politiques d'intégration de ces personnes-là. La mise en œuvre du plan d'action 2017-2021 a un coût estimé à près de 34 milliards de francs CFA. La ville de Manga a accueilli hier la dernière étape des forats régionaux organisés par le ministère de la Promotion de la Femme. Ces rencontres constituent des cadres d'échange direct sur les préoccupations des femmes burkinabées. À Manga, comme dans les autres localités, la ministre de la Promotion de la Femme a pu noter les principales préoccupations de ses sœurs et elle envisage des pistes de solutions. On en sait plus avec Adama Giti et Estelle Judith Assorba. À Manga, le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille échange avec les femmes de la région du Centre-Sud. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des forats régionaux en prélude à la Journée internationale de la femme. De ce face-à-face, il ressort 4 préoccupations majeures spécifiques à la région du Centre-Sud. Elles seront portées à la connaissance du président du Faso lors de la 162e Journée internationale de la femme. Nous, on demande si on pouvait avoir des constructions et équipements des maisons de la femme dans les communes rurales et pour la région du Centre-Sud. Avoir des clôtures et des doctoires pour la maison de la femme. Pour nous former, on nous donne des technologies, on ne nous forme pas. Donc ça y est, l'a posé et on ne peut pas l'utiliser. Déconcentrer les guichets pour les octrois de crédit et alléger les garanties. Une première rencontre qui a permis à Marie-Laurence Ilboudo-Marchal de mieux cerner leurs préoccupations et d'envisager des réponses adéquates. L'étape de Manga marque ainsi la fin de la tournée de la ministre en charge de la femme dans les 13 régions du Burkina Faso. Pour la ministre Ilboudo, son objectif est atteint car ces différentes sorties lui ont permis d'appréhender les réalités de cette moitié du ciel. Les préoccupations diffèrent d'une région à une autre, mais ce qui est unanime, c'est que les femmes ont besoin d'accompagnement pour leur épanouissement. D'autres sur le plan économique, d'autres sur le plan éducatif, d'autres sur le plan MGF. Santé sexuelle et reproductive, il y a le taux d'abandon scolaire. Donc, mais ce que je peux retenir, c'est que les femmes ont pris conscience qu'elles devraient participer elles-mêmes d'abord à leur plein épanouissement. À cette cérémonie, les lauréates du concours entrepreneuriat féminin ont été primées. Elles reçoivent une enveloppe financière allant de 300 000 à 500 000 francs CFA.
Retour à Ouagadougou pour évoquer une fois de plus cette affaire de vol d'une jauge radioactive dans une entreprise de BTP. La nouvelle avait été donnée par la gendarmerie à travers un communiqué dans lequel elle signale la dangerosité de l'appareil volé. Pour plus de précisions sur les dangers que présente cet appareil non encore retrouvé, une de nos équipes s'est rendue à l'autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire. Daouda Ouattara et Aboubakar Sayon. L'appareil ici à l'image est un prototype de la jauge radioactive dérobée lors du cambriolage de l'entrepôt d'une entreprise de bâtiments et travaux publics dans la périphérie de Ouagadougou. Selon le directeur de l'Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire, cet appareil est utilisé par les entreprises pour mesurer la densité du compactage du sol ou le taux d'humidité du sol lors des travaux de bitumage des routes. Il est donc très utile pour les entreprises, mais peut être dangereux car il contient de la matière radioactive. Et le danger, c'est plutôt pour celui qui l'a pris. Le danger est plus élevé pour celui qui l'a pris parce que pour ce type de dispositif, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est peut-être l'ouvrir ou essayer de rester longtemps à côté de l'appareil. Parce que le dispositif en tant que tel contient de la matière radioactive, mais la matière radioactive est protégée par un blindage et ce blindage atténue l'émission des rayonnements. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est le manipuler parce que vous n'êtes pas compétent, vous ne savez pas comment le manipuler pour ne pas vous exposer. Et également, il faut surtout éviter de l'ouvrir. Cet appareil émet des rayonnements ionisants qui peuvent avoir de graves conséquences sur la santé. Ces rayonnements ionisants transportent l'énergie assez intense, de telle sorte qu'ils puissent produire des ionisations de la matière. En ionisant la matière, eh bien, ces rayonnements rendent la matière instable. Et s'ils rendent la matière instable, ils contribuent tout simplement à tuer la matière. Et vous avez tout simplement des phénomènes qui se manifestent comme quelqu'un qui a été brûlé. Mais selon le directeur de l'Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire, il n'y a pas lieu de céder à la panique. Il n'y a vraiment pas de psychose à faire à cause de la disparition de l'appareil, mais parce que ce n'est pas quelque chose qui se déplace n'importe où, qui irradie tout le monde. On souhaiterait que celui qui détient l'appareil, ne serait-ce que pour sa propre sécurité, sa sécurité à lui et sa sécurité, la sécurité de sa famille, qu'il peut-être il remette l'appareil à la gendarmerie ou à la limite qu'il dépose l'appareil à quelque part. Si la population arrivait à trouver l'appareil, tout ce qu'il peut faire également, c'est de remettre à la gendarmerie ou à la police. Selon le docteur Martial Zungrana, la vente et la détention de ces appareils sont strictement encadrés par la loi. Il est formellement interdit de vendre ce type d'appareil à qui que ce soit. Alors, ceux qui travaillent avec l'appareil savent que si vous avez si on leur surprend un jour avec l'appareil sans autorisation, c'est une détention illégale. Ils encourent une peine de 5 à 20 ans d'emprisonnement et une amende de 10 millions à 1 milliard de francs CFA. Selon la loi également, la sécurité des appareils qui contiennent de la matière radioactive incombe aux entreprises détentrices. Le directeur de l'Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire appelle les entreprises concernées à redoubler de vigilance sur la sécurité de ces appareils. Des acteurs de la santé d'Afrique de l'Ouest sont à l'école de la prise en charge des fentes labio-palatines. Ils suivent une formation sur les bonnes pratiques de prise en charge de cette malformation chez les enfants. La formation de 3 jours se tient depuis hier à Ouagadougou. Elle est organisée par le Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle en collaboration avec une ONG américaine. Le reportage de Rocher Kam et Kadi Sanogo. La fente labio-palatine est une malformation congénitale qui affecte la lèvre supérieure. Elle est la plus fréquente des malformations maxillofaciales. Sa fréquence se situe entre 1 à 2 pour 1000 naissances dans la population mondiale. Au Burkina Faso, 20 cas sont détectés chaque année au Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Réunis ici en atelier, ces infirmiers seront outillés sur les bonnes pratiques de soins dans le domaine de la prise en charge de cette malformation. La formation va servir à outiller des prestataires, qui sont les infirmiers, les médecins, les chirurgiens, à la prise en charge chirurgicale et la réanimation effectivement de cette pathologie. Au niveau de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle,
Contrairement aux autres pays de la sous-région, nous avons la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui s'occupe de cette pathologie. Donc, on prend en charge d'une manière holistique les enfants dans leur globalité. Cette rencontre est appuyée par l'ONG américaine Smile Train, qui s'est engagée depuis plus d'une décennie à donner le sourire à tous les enfants atteints de cette malformation. Au Burkina, nous avons près de 459 enfants qui ont été opérés gratuitement grâce à Smile Train. Et dans l'Afrique francophone des pays ouest africains, nous avons plus de 6000 enfants qui ont été opérés gratuitement. Nous sommes dans plus de 85 pays dans le monde entier. Cet atelier qui va durer 3 jours réunit à Ouagadougou les infirmiers venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée. La lutte contre les mutilations génitales féminines demeure un défi à relever pour l'épanouissement de la jeune fille burkinabé. L'ONG Voix de Femmes s'est engagée dans cette lutte depuis quelques années aux côtés du gouvernement burkinabé. Cette ONG souhaite une meilleure implication des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les MGF. Elle a donc initié un atelier d'information et de plaidoyer à leur intention hier à Ouagadougou. Isaka Ouedraogo et Kadi Isanogo. Les mutilations génitales féminines, MGF, sont une pratique ancestrale qui touche l'intégrité physique des jeunes filles. Pour lutter contre ces fléaux qui perdurent dans notre pays, l'ONG Voix de Femmes, avec l'appui technique et financier de l'ONG italienne No Peace, a initié cet atelier d'information et de plaidoyer sur les MGF au profit des forces de défense et de sécurité. L'objectif visé par cette rencontre est de permettre à ce groupe cible d'être mieux outillé pour assurer le respect de la résolution de 2012 des Nations Unies qui interdit cette pratique. Nous pensons que c'est essentiel qu'ils aient l'information, qu'ils comprennent la portée et le sens de tout ce qui se fait autour de la pratique de l'excision, pour qu'ensemble nous puissions dégager une stratégie efficace pour venir à bout de cette pratique-là. Cette cérémonie était présidée par l'épouse du ministre d'État auprès de la présidence du Faso, qui est venue représenter la première dame, Sika Kaboré. L'enjeu de vaincre ce mal est capital et fait appel à une synergie d'action de tous les acteurs. M'adressant alors à vous, agents de défense et de sécurité, votre adhésion et votre engagement à la lutte contre ce fléau est nécessaire et primordial, car en tant qu'agent des forces de défense et de sécurité, vous êtes chargé de la sécurité des populations, de faire respecter la loi. 2 jours durant, les participants auront droit à des communications sur les MGF pour un renforcement de la protection des droits des femmes et des filles. Actualité à l'étranger, en Syrie, la trêve dans la Ghouta orientale n'aura duré que quelques heures. Le régime de Damas a mené des raids aériens ainsi que des tirs de roquettes sur la Ghouta orientale ce mardi. Depuis le lancement de l'offensive du régime syrien il y a 9 jours, plus de 560 civils ont trouvé la mort, dont plus de 140 enfants. Une trêve restée lettre morte. Dans la Ghouta orientale, les ambulances et les bus stationnés en périphérie pour évacuer les civils sont restés vides, car les combats n'ont pas cessé, malgré l'annonce par Moscou d'une trêve humanitaire de 5 heures chaque jour. Dans cette enclave proche de Damas, régime syrien et rebelles s'accusent mutuellement d'empêcher toute aide humanitaire. La situation sur le terrain est telle qu'elle ne permet pas aux convois d'entrer et aux évacuations médicales d'avoir lieu. C'est une question de vie ou de mort, plus que jamais. Nous avons besoin de cette trêve de 30 jours dans toute la Syrie, comme cela est demandé par la résolution du Conseil de sécurité. Les rebelles accusent le régime d'avoir mené de nouvelles frappes aériennes. Quant au pouvoir syrien et à son allié russe, ils accusent les rebelles d'avoir fait feu sur le couloir humanitaire et de retenir les civils en otage. Des civils pris au piège qui meurent par dizaines chaque jour en Ghouta orientale. Depuis le lancement de l'offensive du régime il y a 9 jours, plus de 560 auraient péri, parmi eux plus de 140 enfants. Les habitants qui survivent manquent cruellement de soins et de vivres.
L'actualité au Burkina Faso, c'est bien sûr l'ouverture du procès du putsch manqué de 2015. Et cette actualité alimente les commentaires dans les journaux de ce mardi, des journaux lus et résumés pour nous par Vincent Tchendrebego. Procès du putsch à l'épreuve de la vérité, écrit Sidouaya. Selon le journal, le procès ouvert aujourd'hui est à saluer à sa juste valeur car il marque le début de la manifestation de la vérité. Vérité tant attendue des familles des victimes qui avaient manifesté à plusieurs reprises pour dénoncer les lenteurs de l'instruction du dossier. Reste à souhaiter que ce procès ne connaisse pas le cycle alterné d'ouverture-suspension à l'image du jugement des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. En tous les cas, conclut le journal, c'est un devoir pour la justice de répondre à la soif des justiciables. L'heure de la vérité a sonné, titre Le Pays. Pour ce journal, c'est un méga procès qui retient l'attention au regard de son envergure. 84 personnes militaires et civiles, un nombre impressionnant d'avocats et des témoins qui ne sont pas des moindres, cités dans les milieux politiques, diplomatiques et militaires et pour un jugement dans l'espace public. Et c'est pas rien, selon le journal, car c'est la preuve que le Burkinabé est en train de tourner la page des procès expéditifs dignes des états d'exception. Tous soulagés, note l'observateur Palga pour sa part. Soulagement pour le général Diendéré, ses 83 co-accusés qui pourront enfin s'expliquer sur les faits à eux reprochés. Soulagement pour les proches des victimes, morts et blessés qui, depuis plus de 2 ans, attendaient ce moment de vérité. Soulagement également pour la justice militaire, enfin sortie de la tumultueuse et laborieuse phase d'instruction. Et soulagement enfin pour l'opinion nationale, elle aussi, qui avait hâte de connaître le fin mot de cette affaire, à la fois claire et obscure. Claire parce que l'ex-chef d'état-major particulier de la présidence a assumé le coup d'état. Mais qui en est le commanditaire? Voilà qui est obscur. Pour aujourd'hui au Faso, beaucoup ne croyaient pas à la tenue effective de ce procès, estimant qu'il serait impossible de juger ses responsables sans éclabousser les princes du moment. Mais enfin, le carillon de la justice sonne et il est impératif que la lumière éclaire ce putsch de septembre 2015. Aux citoyens d'accepter les verdicts si tout se déroule dans les règles de l'art. Et pour terminer ce journal, Salambo a cassé sa guitare ce mardi à Ouagadougou. C'est la dernière note de sa vie de musicien et de sa vie tout court. L'artiste s'en est allé après plus d'un demi-siècle de carrière musicale. Connu pour être l'homme du peuple comme il se faisait appeler, à l'état civil, Moussa Joseph Salambéré est décédé à l'âge de 74 ans des suites de maladies au CHU Yalgado Ouedraogo. La disparition de Salambo est aussi celle d'un des pionniers de la musique burkinabé qui porte aujourd'hui son deuil. Et c'est sur cette information triste que se termine ce journal. Une tristesse éclaircie par ces notes de gaieté que laisse l'artiste à la postérité. Paix à son âme et merci à vous d'avoir suivi ce journal. Kulube Seno, Kulube Udala, Kulube Sum, Kulube Yaga, Kulube Barkunduba, Kulube Burkina, Salambo Wari, the Umme Fije, Allah Hoka Ndiam.